Imaginez-vous un homme capable de s'évader de plus de 20 prisons, de se déguiser en religieuse pour tromper ses geôliers, et de transformer un passé criminel en une carrière révolutionnaire qui changea à jamais le monde de la justice. Non, ce n'est pas un personnage de roman, mais bel et bien quelqu'un qui a existé. Eugène François Vidocq, un nom que l'histoire hésite encore à classer entre criminel et justicier. Visionnaire ou opportuniste, héros ou simple escroc, une chose est sûre, sa vie est un cocktail explosif d'audace, de génie et de chaos. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment ce gamin turbulent d'Arras, que rien ne destine à la grandeur, a non seulement inspiré les plus grands écrivains comme Victor Hugo et Balzac, mais aussi posé les fondations de la police moderne. Alors, sans plus attendre, plongeons ensemble dans l'incroyable vie de Vidocq. Ah, les Français. On est doués pour beaucoup de choses, mais surtout pour se vanter. Et c'est pas de ma faute parce qu'on a quand même de quoi être fier. Franchement, quand on se compare avec nos voisins, il y a quand même pas mal de domaines où on brille. La nourriture, le vin, la nourriture, le sport, ou encore la nourriture. Et le cinéma aussi, ainsi que la musique, et est-ce que je vous ai déjà mentionné la nourriture? Bref, l'art de bien vivre, c'est un truc qu'on maîtrise, mais pas que. Prenez le GIGN par exemple, une véritable référence mondiale dans son domaine. Et là, vous sentez la transition toute faite pour démarrer l'épisode. Vous qui avez cliqué, vous avez vu la miniature et le titre, vous savez qu'on va parler d'Eugène François Vidocq. Et croyez-moi que si vous connaissez pas son histoire, elle vaut vraiment le détour. Je sais que je vous dis ça à chaque épisode, mais celle-là tout particulièrement. Vous connaissez ces personnages qui semblent tout droit sortis d'un roman d'aventure? Eh bien, Eugène François Vidocq, lui, était un roman à lui tout seul. Sauf que tout était vrai. Enfin, si on en croit ses mémoires. Et croyez-moi qu'ici, on a décidé d'y croire. Parce que s'échapper de plus de 20 prisons, c'est quand même la classe. Qui plus est, lorsqu'on se déguise en religieuse. Quoi? Comment? Pourquoi? C'est ce qu'on voit tout de suite. Car Vidocq, c'est pas juste des évasions spectaculaires, c'est aussi une reconversion incroyable de l'autre côté des barreaux. Le condamné devenant ainsi le condamneur en procédant à pas moins de 4000 arrestations avec une équipe d'agents en civil qu'il avait lui-même formée. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Vidocq a littéralement inventé le premier bureau d'enquête criminelle, principalement composé d'anciens détenus. Après tout, quoi de mieux qu'un ancien voleur pour attraper d'autres voleurs? Et comme si cela ne suffisait pas, quand il s'est fait licencier, il a créé la toute première agence de détectives privés, rien que ça. On peut vraiment dire que c'était un visionnaire. Il est considéré comme l'un des pères de la criminologie moderne. Et pourtant, son casier judiciaire, il était plus long que toutes ces histoires réunies. Alors, qui était vraiment Eugène François Vidocq? C'est ce qu'on découvre ensemble maintenant. En 1812, à Paris, on assiste à une petite révolution dans le monde de la justice. La brigade de sûreté voit le jour. C'est une première mondiale, un bureau d'enquête criminelle composé d'anciens détenus. Des espions en civil qui traquent les criminels directement dans l'ombre. Et cette petite brigade, elle va devenir plus tard ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la police nationale française. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, la police institutionnalisée, elle en est qu'à ses débuts. Et pourtant, la sûreté va servir de modèle à des institutions bien plus célèbres, comme par exemple Scotland Yard, fondé en 1829, ou même au FBI, créé près d'un siècle plus tard. D'ailleurs, en parlant de Scotland Yard, ça me rappelle une vidéo qu'on avait faite sur le sujet. Une très vieille vidéo, dès le début de la chaîne. Si ça vous intéresse, elle est toujours dispo, quelque part ici. Et je préfère vous prévenir, elle a un petit peu mal vieilli, mais d'un côté, ça montre aussi à quel point j'ai progressé grâce à vos encouragements. Donc si vous voulez la voir, préparez-vous à un petit voyage dans le temps, dans tous les sens du terme. Eugène François Vidocq, né en 1775 et mort en 1857, devient l'un des chefs emblématiques de cette petite brigade pas comme les autres. Après une jeunesse marquée par la petite délinquance, il a passé les 15 premières années de sa vie d'adulte en prison ou en cavale, ce qui lui a laissé peu de temps pour poursuivre une carrière politique. Et pour un homme plus à l'aise dans les déguisements et les évasions, l'administration, c'était pas trop son truc. L'histoire de Vidocq, c'est un véritable roman d'aventure, mais qui a eu lieu dans la réalité. Imaginez un escroc qui devient détective, un braconnier transformé en garde-chasse, un criminel métamorphosé en criminologue, et qui, en prime, finit par devenir un écrivain à succès. C'est un parcours qui a littéralement captivé l'imagination de ses contemporains. Et d'ailleurs, Vidocq, il a inspiré quelques grands écrivains de son époque. Vous connaissez la comédie humaine de Balzac? Le personnage de Vautrin, c'est lui. Dans Les Misérables de Victor Hugo, c'est à la fois Jean Valjean et le commissaire Javert qui portent son empreinte. Et même le grand Edgar Allan Poe s'est inspiré de lui pour créer Auguste Dupin, l'un des tout premiers détectives de fiction. Mais ce qui est incroyable, c'est que Vidocq, il continue encore de nous intéresser aujourd'hui. Au cinéma, il est incarné par des acteurs de renom, comme Gérard Depardieu ou Vincent Cassel. Pourtant, le public n'a pas encore tranché sur son véritable rôle dans l'histoire. Car oui, la question se pose encore. Était-il un escroc opportuniste qui a su tirer profit du chaos politique de la France post-révolutionnaire pour grimper dans les nouvelles structures du pouvoir? Ou bien était-il un réformateur visionnaire animé par un véritable sens du devoir civique qui a jeté les bases des méthodes modernes de police, de criminalistique et de renseignement? Quelle que soit la réponse, quand on regarde la vie de Vidocq, on se demande vraiment comment est-ce qu'un petit gamin d'Arras comme ça a pu devenir une figure révolutionnaire de la criminologie moderne. Parce que honnêtement, quand on regarde ses premières années de vie, il y a vraiment rien qui présage ça. Selon ses mémoires écrites en 1828, Vidocq est né dans une famille tout ce qu'il y a de plus normal et relativement aisée à Arras.
dans le nord de la France. Ses parents tenaient une boulangerie, une vie calme, stable, mais visiblement, ça suffisait pas au jeune Eugène François. À 14 ans, il décide de tout envoyer valser, littéralement. Il commence par vendre la porcelaine de la famille, et toute la porcelaine, et s'enfuit à Ostende, en Belgique, avec un rêve fou, partir pour les États-Unis. Mais voilà, il avait oublié un petit détail crucial. Il n'avait pas assez d'argent pour payer le billet du bateau. Alors, plutôt que d'entrer bredouille, il décide de rejoindre un cirque ambulant. Il commence comme simple palefrenier, pas très glamour, mais il finit par décrocher un rôle bien plus original, celui de démonstrateur de cannibale humain. Et là, c'est que le début d'une série d'aventures totalement improbables. Pendant son séjour dans les foires, Vidocq s'est fait attaquer plusieurs fois par des singes enragés. Il s'est cassé le nez en essayant d'apprendre les saltos, et, cerise sur le gâteau, il a même été roué de coups pour avoir refusé de manger un poulet vivant. Bref, sa carrière dans le cirque, c'est un échec total. Mais si Vidocq avait une qualité, c'était sa résilience. Il ne se laissait pas abattre, parce que ce garçon, qui semblait destiné à l'échec, allait quand même devenir l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire de France. Et face à ces nouvelles mésaventures, Vidocq fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire prendre la fuite. Encore. Cette fois, il rejoint un spectacle de marionnettes itinérant. Oui, on dirait presque un gag, mais c'est bel et bien arrivé. Et comme souvent avec Vidocq, ça s'est pas fini en conte de fées. Tout allait bien, enfin presque, jusqu'à ce qu'il se fasse surprendre avec la femme du marionnettiste. Et où, en pleine représentation de Punch et Judy. Je raconte pas l'ambiance dans la salle après ça. Et après quelques péripéties dont lui seul avait le secret, Vidocq finit par abandonner cette carrière, si on peut appeler ça une carrière, et rentrer chez lui. Un retour qui n'avait rien d'héroïque, mais qui restait tout de même un poil admirable. Après tout, il avait quand même réussi à survivre pendant tout ce temps avec ses propres moyens. Sa mère, une femme aimante et indulgente, l'accueillit à bras ouverts. D'ailleurs, elle allait devenir l'une des rares constantes dans la vie mouvementée de Vidocq. Mais à ce stade, le jeune Eugène François Vidocq avait déjà développé quelques mauvaises habitudes. Les bagarres, l'alcool et un petit goût prononcé pour les femmes. Alors, quand il a évoqué l'idée de s'engager dans l'armée, son père a immédiatement sauté sur l'occasion. Parfait, qu'il aille se discipliner un peu ailleurs. Quant à sa mère, elle finit par accepter, mais à contre-cœur. Et voilà comment Vidocq, ce jeune rebelle d'Arras, allait troquer les saltos ratés et les marionnettes contre l'uniforme militaire. Mais croyez-moi, dans l'armée, sa vie, elle allait pas devenir plus calme. Le passage de Vidocq dans l'armée, c'est comment dire, une véritable montagne russe. À peine enrôlé, il enchaîne désertion et changement de régiment. À un moment donné, il passe même brièvement du côté des Autrichiens. Autant vous dire que le gars, il a vraiment bouffé à tous les râteliers. Il va même jusqu'à intégrer l'armée roulante. Pour faire simple, l'armée roulante, c'est une milice pas comme les autres. Des petits délinquants, des déserteurs, tous équipés de faux papiers et d'uniformes volés. Leur objectif, c'est de rallier les troupes régulières pour peut-être obtenir un poste officiel et ensuite profiter des butins de guerre. Vidocq, toujours en quête de nouvelles opportunités, ne pouvait pas trouver meilleur endroit pour laisser libre cours à son opportunisme. Une période courte, mais révélatrice de son caractère à la fois insaisissable et audacieux. Entre 19 et 34 ans, Vidocq a passé la majeure partie de son temps en prison. Sa première incarcération, c'est presque une histoire de roman à elle toute seule. Il agresse l'autre amant de sa maîtresse. Oui, je sais, il n'y a pas grand chose qui va dans cette phrase. Mais cela marque surtout le début d'une spirale, une série d'incarcérations pour divers délits. Et parmi celles-ci, une sentence qui a quand même duré pas loin de 8 ans. En 1798, alors qu'il est enfermé à Lille, il est reconnu coupable d'avoir falsifié un ordre de libération pour un autre détenu. Et le résultat, direction le fameux bagne de Brest. À l'époque, ces galères étaient tristement célèbres. Des navires amarrés dans les ports où les prisonniers étaient condamnés aux travaux forcés dans des conditions absolument atroces. Mais Vidocq, il était pas super fan du concept des travaux forcés. Et c'est là que ça devient rocambolesque. Il s'évade, déguisé bien sûr, marin, porteur de lait ou encore religieuse. Tous les moyens sont bons pour s'évader de prison. Bon, cette dernière tentative, elle dure pas longtemps parce qu'il est rattrapé l'année d'après. Retour aux galères, cette fois à Toulon. Mais Vidocq, il abandonne jamais, il s'évade encore à nouveau avant de se refaire choper. Une vie d'aventurier carcéral qui lui permet de se vanter dans ses mémoires en disant, je cite, « Je me suis évadé de toutes les galères de France et de plus de 20 prisons. » C'est vraiment un électron libre qui fait ce qu'il veut, quand il veut, peu importe les obstacles. Et après des années de cavale, d'évasions spectaculaires et de retours fracassants en prison, Vidocq finit par prendre une décision inattendue. Nous sommes en 1809, il a 34 ans et décide de se cacher à Paris, avant de finalement se rendre. Mais pourquoi est-ce qu'il faut une chose pareille? Vous imaginez bien qu'il a sûrement une petite idée derrière la tête. À ce moment précis, il propose un marché qui, dans la France du 19e siècle, était plutôt courant. Devenir informateur pour échapper à une nouvelle condamnation au bagne. Bon, il n'obtient pas sa liberté pour autant, mais il évite les terribles galères et est envoyé dans une prison ordinaire. D'abord à Bicêtre, puis à la Force. Et pendant 21 mois, il sera utile, même très utile. Vidocq utilise son charisme et sa connaissance intime du monde criminel pour glaner des informations auprès de ses codétenus. Et il savait exactement comment s'y prendre. Après tout,
qui mieux que Vidocq peut comprendre cette envie irrésistible des criminels de se vanter de leurs exploits? C'est presque ironique. Lui qui avait passé des années à déjouer la justice en devient l'arme la plus efficace du système. Vidocq amorce ici une transformation pas comme les autres, une transition entre un passé de hors de la loi et un futur rayonnant au service de la justice. En 1811, les autorités elles sont tellement impressionnées par le travail qu'il fait en prison qu'ils décident de décider de son avenir sur un coup de poker. Organiser son évasion de la prison de la Force pour infiltrer les bandes criminelles de l'époque. La couverture est parfaite. Vidocq, au fil des années, c'est devenu un vrai pro de l'évasion. Alors, une de plus ou une de moins à son palmarès déjà bien étoffé, et en moins d'un an, ce simple informateur va accomplir l'impensable. Il devient le chef d'une toute nouvelle unité de police, la Brigade de Sûreté. En 1813, Napoléon lui-même décrète la force de sécurité nationale. La Brigade de Sûreté, dont les bureaux se trouvaient près de la préfecture de Paris sur l'île de la Cité, était à l'origine une unité de 5 hommes composée de Vidocq et de 4 autres agents civils infiltrés. Ensemble, ils appréhendaient les meurtriers, les faussaires et les voleurs, saisissaient les objets volés et renvoyaient les détenus évadés en prison. Les agents de Vidocq ne percevaient pas de salaire, ils étaient payés à la commission, percevant une rémunération pour chaque affaire bien menée. Le taux d'arrestation augmenta considérablement, et au cours des 7 premières années d'existence de la sûreté, celle-ci avait, selon les calculs de Vidocq, appréhendé plus de 4000 criminels. Autant vous dire que la commission elle devait être sacrément juteuse à la fin de la journée à ce rythme-là. Ce qui rend Vidocq vraiment incroyable, ce n'est pas seulement son passé de criminel ou sa transition spectaculaire en chef de la sûreté, mais ses innovations qui ont transformé la police en ce qu'on connaît aujourd'hui. L'une de ses idées les plus révolutionnaires, la tenue de dossiers écrits avec beaucoup de détails. Alors aujourd'hui ça semble banal, mais à l'époque c'est un truc de fou. Vidocq a créé un fichier contenant des informations sur près de 30 000 criminels, description physique, pseudonyme, condamnation passée, mode opératoire, une véritable base de données avant l'heure. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il avait à la fois une approche réactive et préventive. Il envoyait même ses agents dans les prisons pour étudier les détenus susceptibles de récidiver une fois libres. Stratégie brillante on peut dire pour anticiper le crime. Le mec a littéralement vécu Minority Report avant l'heure. Et attendez, parce qu'il s'agissait pas que de papier et de listes. Il a été l'un des premiers à explorer ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine légale. Sur les scènes de crime, il notait tout, des détails apparemment insignifiants qui pouvaient devenir des indices cruciaux. Par exemple, ils utilisaient du plâtre de Paris pour préserver les empreintes de pas. Il n'avait pas réussi à développer une encre pour les empreintes digitales, mais il avait déjà compris tout ce concept médico-légal qui pouvait servir pour des affaires courantes. Et ce n'est pas tout, il comparait des écritures manuscrites pour identifier des faussaires et utilisait une forme rudimentaire de balistique. Une fois, il a même réussi à démasquer un meurtrier en faisant correspondre la balle qu'il avait tirée avec l'arme du tireur. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'entre les experts, esprits criminels et tout ça, ça vous impressionne pas, mais à l'époque, c'est vraiment du jamais vu. Ce n'était pas seulement un policier, c'était un visionnaire, un pionnier de techniques qui sont aujourd'hui au cœur de la criminologie. Vous voyez, c'était pas seulement un homme en avance sur son temps, il a littéralement écrit les premières pages de la police moderne. Grâce à ses méthodes novatrices, la brigade de sûreté de Vidocq a connu un succès impressionnant. Son équipe, qui comptait à l'origine seulement 4 agents, est rapidement passée à 28. Et petit détail intéressant, Vidocq a été l'un des premiers à engager des femmes dans ses brigades. Et c'est quand même assez rare pour être souligné parce que si on regarde avec nos voisins, il a fallu plus d'1 siècle après pour que ça se passe. Comme en Angleterre, où la première femme policière n'a été qu'engagée qu'en 1915. Et ce qui choque encore plus, c'est que presque tous les agents de Vidocq étaient des anciens détenus. Et bizarrement, ça collait parfaitement avec l'ambiance de l'époque. Vidocq le savait mieux que quiconque, qui de mieux pour traquer les voleurs et les escrocs pour ceux qui ont déjà vécu dans leurs bottes. Il faut dire qu'à la fin de la guerre napoléonienne, en 1814-1815, Paris était en pleine effervescence. Avec des milliers de soldats démobilisés et d'anciens détenus de guerre qui affluaient à la capitale, les autorités avaient peur que la criminalité explose à Paris. Résultat, la préfecture de police a été plus que ravie de donner à Vidocq les ressources nécessaires pour renforcer sa brigade. Ce mélange étonnant d'innovation et de pragmatisme reflétait aussi l'héritage de la Révolution française, comme le souligne l'historien Paul Metzner. C'est clairement une époque où tout paraissait possible, même pour des gens ayant vécu en marge de la société comme Vidocq. Mais attention, cette ouverture allait de pair avec une vigilance accrue pour maintenir l'ordre. L'idée était claire. Ceux qui avaient renversé l'ancien régime savaient très bien qu'il fallait désormais contrôler les foules et garder les fauteurs de troubles potentiels sous surveillance. Vidocq, avec son flair pour exploiter les paradoxes de son époque, était l'homme parfait pour incarner ce rôle. Une figure unique à la croisée de l'ancien monde et du nouveau. Travailler avec des anciens criminels, ça a du bon, mais ça a aussi son lot de complications. Et Vidocq, malgré son génie, n'a clairement pas pu esquiver le problème. Je bois. L'une de ses recrues, un pickpocket notoire, a même osé lui voler sa montre. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. La sûreté, dirigée par Vidocq, était constamment sous surveillance. Et pour cause, le passé douteux de tous les agents, ça jouait pas vraiment en leur faveur. Jean-Henri, le chef de la préfecture de Paris et supérieur de Vidocq, recevait des plaintes à répétition.
On accusait Vidocq et son équipe d'accepter des pots de vin, d'organiser des crimes pour mieux les résoudre ensuite, et bien sûr, de tirer un joli profit au passage. Au tribunal, certains accusés ont même commencé à dénoncer ce qu'ils décrivaient comme des coups montés orchestrés par Vidocq lui-même. Alors, était-ce vrai ou une tentative désespérée pour échapper à la justice? J'ai quand même envie de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ce qui est certain, c'est que la réputation de Vidocq, tout comme ses méthodes, divisait déjà à l'époque. Pour certains, il était un héros, un visionnaire, pour d'autres, un opportuniste qui flirtait dangereusement avec les limites de la loi. En 1827, Vidocq, alors âgé de 52 ans, quitte la sûreté. Mais pourquoi? A-t-il été renvoyé ou a-t-il démissionné? On le saura probablement jamais. Ce qui est certain, c'est qu'il a quitté son poste au bon moment, peut-être juste avant de se faire pousser vers la sortie. Et il part pas les poches vides, hein. Oh clairement, hein. Vidocq il part en grand roi. Il part en homme riche, avec 500 000 francs dans la cagnotte. À l'époque, c'est une véritable fortune. Mais voilà, où les choses deviennent intrigantes, comment a-t-il accumulé tout cet argent? Son salaire annuel d'officier n'était que de 5 000 francs. Alors, même avec des placements réussis, c'est quand même bizarre. Cette richesse soudaine n'a fait qu'alimenter les rumeurs d'enrichissement illicite, des rumeurs qui le suivaient déjà à l'époque où il dirigeait la sûreté. Après avoir quitté la sûreté, Vidocq c'est pas le genre de gars à rester inactif. Avec tout ce temps libre, il décide de se pencher sur un projet ambitieux, écrire ses mémoires. Publiées en 4 volumes entre 1828 et 1829, elles connaissent un succès immédiat. En moins d'un an, elles sont même traduites en anglais, propulsant Vidocq au rang de véritable star littéraire des deux côtés de la Manche. Et ce succès littéraire lui ouvre bien évidemment de nouvelles portes. Vidocq se retrouve au cœur des cercles intellectuels de l'époque, fréquentant des géants de la littérature française comme Victor Hugo, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, père, et Théophile Gautier. Ces écrivains, fascinés par son passé et ses récits, puisent sans retenue dans des histoires pour nourrir leurs propres œuvres. En fait, Vidocq devient une source d'inspiration incontournable pour toute la littérature criminelle. Victor Hugo, par exemple, s'inspire directement de lui pour créer Jean Valjean et l'inspecteur Javert dans Les Misérables. Balzac, de son côté, façonne des personnages avec des nuances qu'ils empruntent à l'exubérance et au mystère de Vidocq. C'est quand même fou quand on y pense. Un homme qui commence hors de la loi, qui finit justicier, et qui finit en légende vivante immortalisé par tous les grands auteurs de son temps. Il n'était pas juste un personnage historique, c'était une véritable icône de la pop culture de l'époque. Vous ajoutez à cela une peur croissante de la criminalité dans la pensée populaire, ainsi que des spectacles de plus en plus orientés sur des lieux locaux et non plus sur des lieux exotiques comme c'était le cas par le passé, et vous avez le cocktail parfait pour faire des best-sellers à base de chasse aux criminels en bas de chez vous. En ce sens, les mémoires de Vidocq ne sont pas qu'une simple autobiographie, elles marquent un tournant. Elles anticipent à la fois l'émergence du roman policier, qui allait devenir un genre phare dans les décennies suivantes, et le phénomène des récits de crimes réels qui continue de captiver le public encore aujourd'hui. Mais ce double héritage, il vient avec une petite particularité. Dans les mémoires de Vidocq, il y a un mélange audacieux de faits réels et un petit peu de... Il n'hésite pas à enjoliver certains épisodes de sa vie. Les crimes qu'il présente comme acceptables, vous savez, ceux où il n'y a pas vraiment de victimes, ou ceux où il se venge d'une injustice, prennent une place centrale. En revanche, les moments un petit peu moins glorieux, il les édulcore, voire il les minimise totalement. Prenons l'exemple de l'affaire de falsification qui lui a quand même coûté 8 ans de prison. Dans ses mémoires, il se peint comme un simple spectateur malheureux, presque innocent, pris dans un engrenage qu'il ne contrôlait pas. Une version, disons, très avantageuse des faits. Mais c'est justement ça qui rend les mémoires intéressantes. Ce n'est pas juste une histoire de rédemption ou de triomphe de l'adversité. C'est aussi une construction habile de sa propre légende. Vidocq savait qu'il racontait une histoire, et il voulait que cette histoire reste dans les mémoires, peu importe la véracité des faits. En somme, ses mémoires, c'est à la fois une fenêtre sur son époque et une manière pour Vidocq de maîtriser la manière dont l'histoire se souviendrait de lui. Et on peut dire qu'il a plutôt bien réussi son coup. Les mémoires de Vidocq, c'était un véritable tourbillon, un mélange de chaos, d'énergie frénétique, et surtout un reflet de la période politique agitée dans laquelle il a vécu. Mais attention, parce que le narrateur, c'est pas le type qu'on pourrait qualifier de fiable. Vidocq, on le sait maintenant, il a quand même un certain talent pour arranger les choses à sa sauce. Pourtant, ses mémoires ont une valeur incroyable pour les lecteurs modernes. Ils nous plongent directement dans les moments les plus intenses de cette époque. Par exemple, ils décrivent des scènes du règne de la terreur qui sont à la fois glaçantes et étrangement absurdes, comme cet épisode où un certain Monsieur de Vieux-Pont est dénoncé comme royaliste par son perroquet. Oui, un perroquet criant « Vive le roi » aurait scellé son sort. Résultat, guillotiné. Une anecdote tragique qui illustre bien la paranoïa de l'époque. En somme, ces mémoires, c'est pas juste l'histoire de Vidocq, c'est aussi une belle fenêtre qui nous montre un petit peu l'époque dans laquelle il a vécu. Une époque où la vie, la mort ou le destin pouvaient basculer à chaque instant. Une vraie leçon d'histoire racontée par quelqu'un qui savait parfaitement transformer la réalité en un récit palpitant. Un peu comme moi en fait. Mais les mémoires de Vidocq, ce n'est pas que du conflit. Il dénonce aussi la peine invisible mais bien réelle qui pèse sur les anciens détenus. Rejetés par la société, marqués à vie par leur passé, ils se retrouvent souvent coincés dans un cercle vicieux
qui les ramène inévitablement au crime. Dans ses écrits, il se présente pas forcément comme altruiste, ce serait un peu exagéré. Mais il a quand même une certaine conscience sociale, il préfère pointer un système du doigt qui, plutôt que de réhabiliter, aide plutôt à récidiver. Et c'est peut-être là l'un des plus grands paradoxes de Vidocq, un homme qui, à travers ses propres épreuves, a tenté à sa manière de réformer une société qui ne pardonnait rien à ceux qui avaient trébuché. Il décrit la peine à vie imposée aux anciens détenus, rejetés par la société ordinaire et constamment ramenés à une vie de crime avec ces mots que je m'en vais vous citer. Je cherchais à tracer une ligne de démarcation infranchissable entre le passé et le présent, car je ne voyais que trop bien que l'avenir dépendait du passé, et j'étais d'autant plus malheureux que la police, qui n'a pas toujours le discernement nécessaire, ne permettait pas de m'oublier. Je me revoyais sur le point d'être pris au piège, comme un cerf, la persuasion qu'il m'était interdit de devenir un honnête homme me désespérait. Vidocq, après ses aventures dans le monde du crime et de la justice, y prend un nouveau rôle inattendu, celui de défenseur de la réforme pénitentiaire. En 1835, il se rend à Londres pour témoigner devant une commission de la Chambre des Lords. Son objectif, mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les anciens détenus après leur libération. En 1844, il publie un pamphlet percutant sur la criminalité et ses récidives. James Morton, son biographe, résume ce pamphlet en une formule simple mais frappante. Vidocq contre le système judiciaire. Ce texte pose encore des questions qui résonnent aujourd'hui. Les prisons doivent-elles punir ou réhabiliter? Qu'est-ce qui pousse les gens à commettre des crimes? Et surtout, quelles sont les solutions? Pour Vidocq, les réponses elles sont assez claires. Il propose d'améliorer les conditions de vie des plus pauvres pour attaquer le problème à la racine. Transformer les prisons en lieux de rééducation où les détenus apprendraient un métier honnête. Faciliter leur réinsertion en permettant des contacts réguliers avec leurs proches pendant leur incarcération. Et Vidocq n'avait pas peur de dénoncer des pratiques spécifiques. Il s'en prend notamment à l'industrie de la céruse, l'un des rares secteurs où les anciens détenus pouvaient trouver du travail. Et pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est la céruse, comme moi avant de commencer l'épisode, c'est le pigment blanc le plus commun utilisé au 19e siècle. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. Reprenons. Cette industrie exposait les ouvriers à un empoisonnement lent et à des décès prématurés, créant un cercle vicieux où la réinsertion devenait presque impossible. En fin de compte, Vidocq, avec son pamphlet, ne faisait pas qu'exposer un système défaillant, il proposait des solutions concrètes, audacieuses, pour réinventer la manière dont la société traitait ses criminels. Et après avoir quitté la sûreté, Vidocq il s'arrête pas là. Fidèle à son esprit ambitieux et toujours tourné vers l'innovation, il se lance dans un nouveau projet, la création d'une usine de papier à Sainte-Mandé, un village de la banlieue parisienne. Mais cette usine, elle est pas comme les autres. Vidocq il veut donner une seconde chance à tous les anciens détenus. Sa main-d'œuvre est donc exclusivement composée d'anciens criminels. C'est une idée noble, en avance sur son temps, mais malheureusement les gens du village ils sont pas trop ok avec ça. Les habitants ne veulent pas d'anciens criminels dans leur voisinage, vous ajoutez à cela la gestion des coûts importants de l'usine, et saupoudrez le tout d'une clientèle qui se dit qu'elle n'a pas à payer plein tarif. Ce projet, bien qu'un échec économique, montre quand même cette phase de Vidocq qui croit toujours en la rédemption et en la réinsertion. Et encore une fois, après son départ de la sûreté, son absence se fait cruellement ressentir. Les journaux de l'époque en témoignent, le taux de criminalité grimpe en flèche. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est sûre, Vidocq était incroyablement efficace. Face à cette montée de la criminalité, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne soit rappelé au bercail. Il revient d'abord comme simple agent, mais, fidèle à lui-même, il reprend rapidement les rênes en tant que chef de la sûreté. Et c'est au cours de ce deuxième mandat qu'il commence à attirer l'attention à l'international. Robert Peel, l'homme derrière la fondation de Scotland Yard, envoie un comité à Paris pour solliciter les conseils de Vidocq. C'est quand même fou de se dire que la police londonienne, elle s'est quand même basée sur les conseils de Vidocq pour se bâtir. Et en moins d'une décennie, Londres crée sa propre force de police secrète. Cette unité allait devenir, en 1878, le célèbre Criminal Investigation Department, ou CID. Vidocq, en quelque sorte, a non seulement influencé la police française, mais il a quand même fondé toutes les bases de la police moderne à l'international. Ah, il est fort, hein. Il est fort. Malgré tout, son second mandat n'a duré que 6 mois. Les critiques envers ses méthodes et les pressions pour une transparence accrue ont conduit la préfecture de Paris à faire un grand ménage. Leur nouvelle politique était simple. Aucun employé ayant un casier judiciaire ne pouvait rester. Résultat, en novembre 1832, Vidocq est obligé de démissionner une seconde fois. Mais il reste fidèle à lui-même et ne se laisse pas abattre. Quelques jours seulement après sa démission, il fonde ce qui est souvent considéré comme la première agence de détectives privée au monde, le Bureau de renseignement. Cette agence avait 2 missions principales. D'un côté, elle s'adressait aux entreprises en proposant des services de recouvrement de créances, de vérification d'antécédents et de renseignement économique. Grâce à un modèle d'abonnement innovant, les entreprises pouvaient accéder à une base de données sophistiquée dérivée du système de classement que Vidocq avait créé à la sûreté. Et pour l'époque, c'est une révolution. Mais c'est pas tout. Le bureau des renseignements, il s'occupait aussi des affaires un petit peu plus intimes, un petit peu olé olé. Par exemple, espionner les conjoints soupçonnés d'avoir des liaisons. Oui, même des poètes célèbres comme Alfred de Vigny ont fait appel à Vidocq pour ce genre de mission.
L'agence aidait aussi à retrouver des êtres disparus, souvent des jeunes filles parties avec des gens peu fréquentables. Et bien sûr, Vidocq excellait dans la récupération d'objets volés ou perdus. Bijoux, montres, le cacatoès de compagnie du Dr Koref, ou encore le cheval de course du maire de Rouen. Rendu célèbre par ses mémoires, Vidocq n'a aucun mal à attirer des clients pour son bureau de renseignement. À son apogée, l'agence employait une quarantaine d'agents et recevait plus de 40 clients par jour. Mais était-ce vraiment la première agence de détectives privés au monde? Non, quand même pas. L'historien Dominique Khalifa nuance cette affirmation, il rappelle qu'en 1819, Paris comptait déjà près de 250 agents d'affaires, des professionnels qui s'occupaient du recouvrement de créances et de vérification de solvabilité pour leurs clients. En cela, la mission commerciale de Vidocq n'était pas entièrement inédite. Mais malgré tout, on peut soulever une chose essentielle, le bureau de Vidocq il a quand même jeté toutes les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui en tant que bureau d'agence privée. Pourquoi? Parce que Vidocq n'a pas juste copié les pratiques existantes, il les a transformées. Et surtout, il a cherché à légitimer son travail en lui donnant une dimension technique et scientifique. Il a importé des méthodes policières qu'il avait développées à la sûreté, tout en utilisant ses propres inventions, comme l'encre indélébile brevetée ou le papier infalsifiable. Et il y a un autre point clé. Vidocq a toujours aligné son entreprise privée avec les valeurs et les méthodes des forces de l'ordre officielles. En mettant en avant son expérience de chef de police, il a positionné son agence comme une extension quasi légitime des services de l'État. Le succès du bureau des renseignements était indéniable. Mais il n'était pas sans conséquences. En fait, ce succès, ça a même fini par attirer l'attention et aussi la colère de la police. Faut dire que les autorités voyaient Vidocq comme une menace directe. Résultat, à plusieurs reprises, elles ont tenté de fermer son bureau. Elles ont saisi des dossiers et traîné Vidocq devant les tribunaux, notamment en 1837 et en 1843. Et là, c'est une véritable avalanche d'accusations qui tombent sur lui. Fraude, enlèvement, corruption de fonctionnaires, diffamation, une liste interminable. Malgré tout, Vidocq parvient à s'en sortir. Il est acquitté par un jury public, ce qui montre bien qu'il avait encore un fort soutien populaire. Mais le procès n'a pas été sans conséquences. Il a été très long, très coûteux, et son agence en a pâti. Pire encore, la confiscation de ses dossiers, qui était la pierre angulaire de son activité, a porté un coup fatal au bureau. Mais ironiquement, ces procès ont renforcé sa légende auprès du public, qui voyait en lui un héros incompris. Un homme persécuté par un système rigide. Mais le mal était fait. Vidocq a été contraint de fermer ses bureaux. Ainsi s'achève un nouveau chapitre de sa vie, marqué par l'ambition, l'innovation, mais aussi par une lutte constante contre les institutions. En 1845, Vidocq tente une nouvelle aventure. Il se rend à Londres avec l'idée ambitieuse d'ouvrir une autre agence de détectives privés. Mais ce projet, comme tant d'autres, ne verra malheureusement jamais le jour. Mais pendant son séjour, il parvient quand même à faire parler de lui. Une exposition au Cosmora de Regent Street présente sa fascinante collection d'accessoires criminels, notamment les nombreux déguisements pour lesquels il était devenu célèbre. Mais après cette petite parenthèse de gloire, Vidocq disparaît des radars et les années suivantes sont bien moins glorieuses. Ces lettres de l'époque racontent une toute autre histoire, celle d'un homme en proie à une pauvreté croissante. Dans une lettre poignante adressée au nouveau chef de la sûreté, il implore une pension du gouvernement, une aide qu'il considère comme méritée pour ses années de service. Cependant, Vidocq, comme à son habitude, aurait peut-être exagéré sa situation. D'autres récits laissent entendre qu'il continue à travailler dans l'ombre comme espion politique, se déplaçant entre Paris et Londres pour surveiller des figures importantes comme Louis-Napoléon Bonaparte. Ce qu'on sait, c'est qu'à la mort de Vidocq en 1857 à l'âge de 82 ans, sa fortune est estimée à 3000 francs. Et ça a dû être une sacrée déception pour les 11 femmes qui prétendaient être en possession de son testament et unique héritière. Et ça, c'est une sacrée histoire que je n'aborderai pas dans cet épisode. Les avis de décès se succédèrent à un rythme soutenu, dont l'un que je vais vous lire maintenant du journal L'Ariégeois. La mort du célèbre Vidocq, chef de la sûreté sous la Restauration, a été annoncée à Paris. Depuis sa destitution, il cherchait des ressources dans des industries diverses et variées, moyennant un salaire conséquent. Il espionnait les maris pour leurs femmes et les femmes pour leurs maris. Il ouvrait aussi un bureau pour traquer les objets volés, mais quelle que soit son habileté et ses relations avec les escrocs de la capitale, il échouait souvent à retrouver les voleurs et empochait néanmoins l'argent qu'on lui avait donné pour les poursuivre. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, il mourut dans un état très misérable. D'autres critiques furent plus généreuses. Alphonse de Lamartine, poète et homme politique romantique qui dirigea brièvement le gouvernement français, déclara à propos de son ami proche et opposant de la peine de mort « Je l'aimais, je le respectais, j'ai appris, lorsque j'étais au pouvoir, qu'il était un serviteur loyal et digne de confiance. Je ne l'oublierai jamais, et je peux dire avec fierté que c'était un homme honnête. » Si Alphonse de Lamartine n'a jamais figuré comme Vidocq dans ses romans, ses contemporains, eux, ne l'ont pas oublié. Il a laissé une empreinte durable dans la littérature, le cinéma et même les jeux vidéo, devenant ainsi un personnage mythique. Prenez par exemple Charles Dickens, qui s'est inspiré de Vidocq pour créer Magwitch,
l'un des personnages mémorables de la Grande Espérance en 1861. Et son héritage ne s'arrête pas là. Vidocq a été le héros d'une douzaine de romans graphiques, a fait une apparition remarquée dans le jeu vidéo Assassin's Creed et a marqué l'histoire du cinéma. Le premier film qui lui est consacré, La jeunesse de Vidocq ou Comment devient-on policier de Gérard Bourgeois, sort en 1909 en noir et blanc et muet. Et depuis, il a fait l'objet de tout un tas d'adaptations, dont L'Empereur de Paris en 2018 avec un Vincent Cassel intense et bagarreur dans le rôle du célèbre chef de la police française. À la mort de Vidocq, son héritage faisait déjà débat, et aujourd'hui, il divise encore. Pour certains, Vidocq reste une figure quasi mythique, un génie de l'investigation criminelle. Pour d'autres, son héritage soulève des questions troublantes sur la relation entre pouvoir et criminalité. Finalement, Eugène François Vidocq, un homme connu de son vivant comme un maître du déguisement, capable de modifier non seulement son apparence, mais même sa taille, paraissant parfois plusieurs centimètres plus grand ou plus petit qu'il ne l'était réellement. Alors, n'est-ce pas logique qu'aujourd'hui Vidocq encore vive sous tout un tas d'itérations, que ce soit un showman, un escroc, un voleur, un justicier, chacun voit en lui ce qu'il veut. En l'absence de vérité historique entièrement vérifiable, Vidocq devient une toile vierge. Pour certains, il est le père de l'enquête criminelle moderne, un génie pragmatique qui a réinventé la lutte contre le crime, et pour d'autres, une figure ambiguë, flirtant constamment avec la moralité pour servir ses propres intérêts. Et peut-être est-ce là sa plus grande réussite, être tout et rien à la fois. Vidocq sera au final ce que vous voulez qu'il soit, un héros, un manipulateur ou une légende qui transcende les faits. Et vous, dans les commentaires, dites-moi quelle version de Vidocq vous choisissez. Moi, je choisirais quand même le Vidocq magouilleur, ça me plaît. Et voilà, épisode terminé. Comme je vous avais dit, pour moi, ce profil, il est unique, il est incroyable, c'est de la folie. J'espère que l'épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, likez, partagez, commentez, et je vous mets le Instagram ici pour me rejoindre. Je suis pas super actif, mais de temps en temps, je vous demande votre avis sur les miniatures, sur les sujets et tout ça, donc n'hésitez pas. Je joue mon charisme là-dessus, donc n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, dans la description, je vous mets aussi le lien Spotify. Si vous aimez pas ma tête ni mes images, peut-être que vous aimerez ma voix. On se voit dans 2 semaines, abonnez-vous, likez, bye. Imaginez une guerre. Pas une guerre de rois ou de généraux. Une guerre menée par des érudits en redingote, armés de pelles, de plumes et d'une haine viscérale. Tout commence par une poignée de main, un respect mutuel entre deux esprits brillants. Mais derrière les sourires, une fissure invisible se creuse, prête à exploser. Car quand il s'agit de gloire et de découverte, l'amitié devient une faiblesse, et le moindre s'enfouit sous la terre peut déclencher une bataille sans merci. Sabotage, trahison, mensonge, ces deux hommes vont tout risquer pour être le premier à ressusciter les créatures disparues de l'ère préhistorique, quitte à briser leur carrière, leur fortune et leurs propres raisons. Voici l'histoire de la guerre des os. Un duel où les balles sont des fossiles et où le dernier debout inscrira son nom dans l'histoire. Et oui les amis, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo, c'est normal, j'avais le Covid, et oui, ça existe encore, j'ai été piégé avec ça pendant 3 semaines. On commence l'épisode et surtout restez jusqu'au bout car il y aura quelques annonces pour le futur de la chaîne. Aujourd'hui, on parle de 2 hommes brillants, obsédés par leur passion, qui vont saillir à mort. Et tout ça à cause de quelques os enfouis dans le sol. Ça a été une histoire sans merci entre 2 paléontologues qui, en essayant de se détruire, ont en réalité bâti les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui des dinosaures, ce qui est quand même pas trop mal. Tout commence en hiver, à Berlin en 1863. Un froid glacial, une salle remplie de scientifiques. Et au milieu de tout ça, on a Edward Drinker Kopp, 23 ans, grand, charismatique, bavard, et avec une coupe un peu trop travaillée sur le côté. Il vient de Philadelphie, envoyé en Europe par sa famille, officiellement pour ses études, mais surtout pour l'éloigner d'une femme qu'on juge un petit peu indésirable. Face à lui, Othniel Charles Marsh, 32 ans. Lui, c'est l'opposé total. Réservé, un brin pompeux et une petite moustache en mode morse fatigué. Lui, il vient d'un milieu modeste, mais grâce à son oncle richissime, il a pu financer ses études et se faire une place dans le monde de la paléontologie. Donc, on est toujours à Berlin, dans cette salle remplie de scientifiques, et nos 2 héros de cette histoire, ils commencent un petit peu à parler de fossiles, de dinosaures, bref, ils sympathisent, et on a l'impression qu'ils vont sceller une amitié très prometteuse. Ils vont même parcourir Berlin ensemble avant de se quitter, échangeant leur adresse pour garder le contact. Mais ce qu'ils ignorent à ce moment-là, c'est qu'ils viennent d'écrire la première page d'un conflit qui va durer toute leur vie. Un duel fait de trahison, d'espionnage, de sabotage, et tous les sales coups qu'on peut imaginer. Et tout ça nous mènera jusqu'au point où leurs équipes de chercheurs iront jusqu'à se menacer avec des armes sur des sites de fouilles dans l'Ouest américain. Et comme si tout ça, ça suffisait pas, ils vont tout de même découvrir certains des dinosaures les plus emblématiques que l'on connaît aujourd'hui. Les Stegosaurus, Triceratops, Diplodocus,
Mais tout ça, on en parle un petit peu plus tard dans l'épisode. En attendant, revenons un instant sur nos deux protagonistes. Parce que avant de s'entretuer à coups de fossiles, ils avaient une relation quand même un petit peu amicale. Marsh, lui, avait déjà 2 diplômes en poche quand il rencontre Cop. Et il s'arrête pas là. Grâce à son richissime oncle George Peabody, oui, comme le chien du dessin animé, c'est l'un des plus grands financiers du 19e siècle et d'ailleurs il mériterait bien son propre épisode. Pas le chien, hein, je parle de l'oncle. Cop, en revanche, pas un seul diplôme. Mais ce qu'il avait pas en titre universitaire, il le compensait par une productivité impressionnante. Il publiait déjà une avalanche d'articles scientifiques. La suite, vous la voyez venir, une passion commune pour une science en plein essor, la paléontologie. Depuis des années, on retrouvait aux États-Unis des ossements gigantesques appartenant à des créatures encore inconnues. Et maintenant, la science commençait enfin à leur donner un nom et une histoire. Et il y avait urgence car il y avait un débat qui brûlait dans le monde scientifique, l'évolution par la sélection naturelle. Le livre de Darwin, L'origine des espèces, publié en 1859, venait de secouer la planète. Et d'ailleurs, on a fait un épisode là-dessus à propos d'Alfred Wallace qui est en lien avec tout ça. Ça a un peu vieilli, mais bon, c'était encore au début, donc si ça vous intéresse, je vous le mets là. En tout cas, trouver des fossiles qui confirmaient cette théorie était devenu vital pour certains chercheurs. Et surtout, une course pour la gloire pour les autres. Quand Cop et Marsh rentrent chez eux, Cop à Philadelphie et Marsh à New Haven, ils rapportent avec eux leurs idées révolutionnaires d'Europe. Et une rivalité qu'ils ne quitteront jamais. Au début pourtant, on a vraiment tout qui se passe bien. Ils échangent des lettres, des manuscrits et même des fossiles. Cop, toujours passionné, couvre chaque centimètre de ces lettres d'écriture au point de les rendre quasi illisibles. C'est même presque à se demander s'ils sont pas un petit peu plus qu'amis. Mais de l'autre côté, c'est silence radio. Marsh, lui, c'est un calculateur. Froid et surtout méfiant. Il ne partageait que le strict minimum, préférant publier ses découvertes avant que quelqu'un, y compris un soi-disant ami, ne le fasse avant lui. Bon, jusque-là, on pourrait se dire que Cop et Marsh, malgré leurs différences, arrivent à coexister. Mais tout ça, c'est sans parler de 1868. Cette année-là, nos 2 paléontologues partent en expédition ensemble. Direction Haddonfield, New Jersey, un site riche en fossiles datant du Crétacé. Un vrai paradis pour les chasseurs d'os. Pour Cop, il est comme à la maison, ce terrain de fouille, c'est chez lui. Son mentor, Joseph Leidy, avait découvert ici l'un des premiers os de dinosaures aux États-Unis. Cop connaît les lieux comme sa poche, et avec son enthousiasme habituel, il partage avec Marsh les meilleurs endroits où creuser. Ah là là, quelle naïveté, c'est un petit peu comme partager son coin à champignons, ça se fait pas. Alors imaginez pour un truc qui est plus précieux que des girolles. La suite n'est pas difficile à deviner. Quand Cop revient plus tard pour explorer seul, il découvre un sale coup. Impossible de fouiller. Et là, vous allez tous me demander pourquoi, je commence à vous connaître. Parce que Marsh avait acheté les propriétaires du terrain. Désormais, tous les fossiles qui se trouvaient dessus lui appartenaient exclusivement. C'est maintenant que vous pouvez attacher vos ceintures car les hostilités sont ouvertes entre nos 2 compères. 1869, Cop décide de dégainer à son tour. Il découvre un petit amphibien, pas très impressionnant, mais il décide de l'appeler Thionius marchi. Oui, Marchi, comme du nom de son cher ami. Bon, c'est une simple petite boutade de scientifique, mais bon, ça fait quand même son effet parce que Marsh, lui, il décide de riposter direct. Mais lui, il fait pas dans la dentelle non plus. Il nomme une créature préhistorique Mosasaurus copeanus. Oui, copeanus en référence à Cop. Après les petits engins, on passe à la grossophobie, tout va bien, tout va bien. Aussi, on a un petit détail amusant sur cette découverte. Ce fossile venait d'un des sites que Cop lui avait montré à Haddonfield. Une manière de dire « merci pour l'info, maintenant c'est moi qui en tire la gloire ». Bref, vous l'aurez compris, leurs échanges commencent à ressembler à un duel d'ego plus qu'à une collaboration scientifique. Et là, c'est que l'échauffement. Parce que ce qui va suivre, c'est une véritable guerre où tous les coups sont permis, même les pires. Jusqu'ici, on a vu que Marsh était un vrai stratège, mais Cop, lui, il est pas irréprochable non plus. Et son plus gros défaut, c'est l'impatience. Et c'est ce qui va le mener à la plus grande erreur de sa carrière. Une erreur tellement monumentale qu'elle lui collera la peau jusqu'à la fin de sa vie. Tout commence quand on découvre, dans l'ouest du Kansas, un fossile gigantesque. Une créature marine du Crétacé, proche du plésiosaure, longue de 12 mètres. Les os sont envoyés à Cop, qui se précipite pour l'identifier et le décrire. Il est sûr de lui, il vient de découvrir une nouvelle espèce, qu'il baptise Elasmosaurus platurius. Et là, c'est la boulette. Quand il reconstruit l'animal, il lui met la tête au bout de la queue. Après, pour sa défense, c'est pas un meuble Ikea non plus. Dans son schéma, Elasmosaurus a une queue immense et un cou ridiculement court, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Cette créature avait un cou extrêmement long et une queue bien plus courte. Non, je fais pas de blague. Malgré tout, c'est un détail assez évident si on prend la peine de se poser 5 minutes et de prendre un peu de recul, mais Cop, lui, il est beaucoup trop pressé, il faut qu'il publie ça tout de suite. Quand Marsh et son ancien mentor Joseph Leidy viennent voir la reconstitution, ils explosent de rire. Ils comprennent immédiatement l'erreur. C'est Leidy qui la signale en premier, publiant une correction sans prévenir Cop. Ce dernier, humilié, accuse Leidy d'avoir volontairement laissé faire
pour pouvoir sortir cet article dans son dos. Et Marsh, vous vous doutez bien, il va pas perdre cette occasion en or de se venger. Pendant des années, il va ressortir cette erreur à chaque fois qu'il pourra, la mentionnant dans la presse scientifique, rappelant à tous que Cope n'est pas aussi brillant qu'il le prétend. Et Cope, dans tout ça, il essaie de réécrire l'histoire et il nous sort des plans mystérieux où, tout d'un coup, comme par hasard, le corps et la tête ont été inversés et tout va bien. Mais le mal est fait, cette bourde devient l'arme ultime de Marsh pour décrédibiliser son rival. Et elle ne sera que le premier coup d'un duel qui va virer au carnage. Si vous pensiez que la paléontologie c'était juste une histoire de poussière et de pinceaux, attendez de voir ce qui vient. Après leur expédition commune dans le New Jersey, les deux compères y commencent à prendre leur distance au sens propre comme au figuré. Marsh part à l'ouest, attiré par des terres encore plus riches en fossiles, les Badlands, ces paysages arides et sculptés par l'érosion, où le sol regorge d'ossements préhistoriques. Et bien évidemment, il s'installe pas n'importe où. Son oncle fortuné George Peabody vient de financer un tout nouveau musée à Yale. Et devinez qui décroche le tout premier poste de professeur de paléontologie de l'université, Othniel Charles Marsh. Alors oui, on peut dire qu'il a été pistonné pour le poste, clairement, mais il va quand même vite prouver qu'il est bien plus qu'un simple neveu bien placé. Il est ambitieux, rusé, et surtout, il a compris comment manier la presse à son avantage. En 1868, en pleine expédition, il fait un détour par Syracuse. Là-bas, tout le monde parle d'une découverte incroyable. L'Onondaga Giant, un homme pétrifié de taille gigantesque, exhumé d'un champ et exposé au public pour quelques cents la place. Marsh jette un œil, et en quelques secondes, il comprend le canular. Des traces d'outils sont visibles dans la pierre. Et oui, c'est une statue, c'est pas un fossile. Il reprend tranquillement son train, rentre chez lui, et publie un article fracassant où il démonte l'arnaque. Résultat, son nom est relayé dans tous les journaux du pays. Marsh, il vient de comprendre un truc crucial, c'est que la science c'est bien, mais si personne ne parle de toi, et bah ça sert pas à grand chose. Et c'est là que joue une grande différence entre Marsh et Cope. Marsh, lui, il sait cultiver sa réputation. Il publie moins souvent, mais dans des revues prestigieuses, il soigne aussi son image, il séduit les mécènes et il obtient des financements pour ses expéditions. Cope, lui, c'est tout l'inverse. Il écrit à toute vitesse, il publie jusqu'à 75 articles par an, mais ce rythme effréné se fait au détriment de la précision. Et il brûle son propre argent pour financer ses recherches, faute de soutien officiel. Mais ce que Cope perd en stratégie, il compense par une imagination débordante. Quand il découvre un ossement, il ne se contente pas d'en analyser la structure, il visualise la créature. Il imagine les ptérodactyles planant au-dessus des vagues, plongeant pour attraper des poissons. Il raconte une histoire, et il le fait avec une passion contagieuse. Un vrai raconteur d'histoire dans l'âme, un petit peu comme moi. Un de ses assistants racontera plus tard que, quand Cope parlait de ces animaux disparus, il oubliait tout autour de lui. Il se mettait à rêver à haute voix, fasciné par les mondes qu'il redécouvrait. Et malgré tout, on peut dire que c'est peut-être ça sa plus grande force. Parce que s'il y a un scientifique américain qui a inspiré notre façon moderne d'imaginer les dinosaures, c'est bien Edward Drinker Cope. Sans lui, on n'aurait sûrement jamais eu de Jurassic Park. 10 ans après l'incident de l'Elasmosaurus, la guerre entre Cope et Marsh n'est plus seulement une rivalité scientifique, c'est une véritable obsession. Les fossiles, ça devient juste un prétexte pour détruire l'autre. Et pour ça, Marsh met en place un réseau secret avec ses alliés. Il invente un code pour parler de Cope sans être découvert. Jones pour Cope, Ammunition pour l'argent, Else pour le succès en fouille, et même Drag pour les ptérodactyles. Et oui, sachez que vous ne rêvez pas, c'est la folie, on est en pleine opération d'espionnage paléontologique, allant même parfois à de la surenchère franchement ridicule. En juillet 1877, Marsh annonce dans la presse la découverte du plus grand dinosaure jamais trouvé, près de Golden City. Août 1877, soit un mois plus tard, Cope trouve rien de mieux à faire que de répliquer « Oh, vous pensez que votre dinosaure est grand? Regardez celui-là !» Et là, il annonce ainsi le Kamsasaurus supremus, qui dépasse toutes les créatures terrestres connues, y compris bien évidemment celle de Marsh. Les deux sont tellement obsédés par le fait d'avoir la plus grosse découverte qu'ils balancent des noms de dinosaures sans même les étudier correctement. Résultat, un chaos total dénué de toute véracité scientifique. C'est terrible. Pendant des années, les paléontologues vont devoir nettoyer leur bazar, recataloguer des fossiles et éliminer des doublons à cause de leurs soi-disant découvertes révolutionnaires qui s'entassent. Mais cette rivalité ne s'arrête pas juste aux publications, elle va commencer par devenir violente. Cope accuse Marsh d'envoyer ses hommes briser les fossiles qu'ils ne peuvent pas récupérer, juste pour empêcher ses rivaux de les exploiter. Il l'accuse par la même occasion de plagiat pur et simple parce qu'on n'est plus à ça près. Bien entendu, Marsh nie tout en bloc. Après, on a quand même des circonstances atténuantes. Un jour, Marsh assiste à une conférence de Cope sur les reptiles du Permien. Le lendemain, il publie un article sur le même sujet, avant même que Cope n'ait pu officialiser ses recherches. Bon, pour une fois, on va dire que le hasard fait bien les choses. Pendant ce temps, Cope aussi prépare sa vengeance.
Même si, à ce stade-là, je ne sais pas si on peut continuer à parler de vengeance quand cela fait des années qu'ils se tirent dans les pattes l'un l'autre. Dans le tiroir du bas de son bureau, il accumule un dossier secret, la Marchiana, une collection de toutes les erreurs de marche, avec une seule idée en tête, les publier au grand jour. Et il va même jusqu'à nommer un fossile en hommage à tout ce qu'il déteste. Anisoncus caudefater. En entendant cela, un ami cherche alors l'origine du mot dans les dictionnaires grecs, mais rien. Cop, lui alors, y répond tout fier, ce n'est pas du grec classique, c'est un mélange de cop et de hater, je l'ai nommé en l'honneur de tous ceux qui me haïssent. Le fossile qu'il choisit pour ses petites vengeances personnelles était particulièrement moche. Ouais, c'est pas ouf, mais j'ai pas réussi à trouver plus moche, désolé. Jusqu'ici, on a parlé de trahison, d'espionnage, de coups bas, en gros tout ce qu'on aime, mais il y a quand même un aspect de cette histoire qu'on préférait oublier. Parce que Cop et Marsh n'étaient pas juste en conflit l'un contre l'autre, ils ont aussi participé à un pillage massif dans un contexte bien plus large. Leur époque coïncide avec une période extrêmement violente, l'expansion des colons européens sur les terres des nations amérindiennes. Et devinez où se trouvaient les gisements de fossiles les plus riches? En plein cœur de ces terres. Marsh, fidèle à lui-même, utilise la politique à son avantage. Il se rapproche publiquement du chef Ogla Lakota Red Cloud, non pas par conviction, mais probablement pour accéder plus facilement aux sites de fouilles et donner des images progressistes dans la presse. Mais ne vous y trompez pas, il n'a bien évidemment aucun respect pour la culture amérindienne. Les fossiles avaient une grande importance spirituelle pour de nombreuses tribus. Ils faisaient partie des récits de création, transmis de génération en génération. Marsh et Cop, eux, voyaient ces terres comme des mines à ciel ouvert. Et pire encore, Cop se vante dans une lettre d'avoir dépouillé des tombes amérindiennes espérant trouver des preuves pseudo-scientifiques confirmant les théories racistes de l'époque. Et Marsh y fait pareil, donc il y en a vraiment pour un pour rattraper l'autre. Revenons à leur duel personnel, car la guerre des eaux est sur le point d'atteindre son apogée. Dans les années 1870, les deux rivaux se dirigent vers un site exceptionnel, Como Bluff, dans le Wyoming. Ici, sous ces vents glacés qui fendent la roche, dort un trésor préhistorique. Des fossiles de dinosaures immenses encore jamais vus. C'est ici que Marsh découvre le premier stégosaurus. Et un peu plus loin, il met la main sur un titan, Diplodocus, un géant de 27 mètres de long. Cop, lui, il a juste une réponse à ça, il accuse Marsh d'être sur son territoire. Les équipes de fouilleurs deviennent de véritables milices. Les hommes de Marsh, postés en hauteur, jettent des pierres et de la terre sur ceux de Cop pour les faire fuir. On est au bord de la guerre physique. Et pendant que leurs ouvriers vivent dans des conditions précaires, Cop et Marsh viennent d'inspecter les fouilles dans des wagons Pullman luxueux. Moquettes épaisses, fauteuils rembourrés, tables en bois sculptées, bref, vous voyez le tableau. C'est presque une pièce de théâtre tellement c'en est ridicule, où deux génies obsédés par leur propre gloire ne voient plus que le gouffre qui s'ouvre sous leurs pieds. Décidément, c'est vraiment le genre d'histoire qui pourrait encore arriver aujourd'hui. Comme quoi, l'histoire ne fait que se répéter. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils ne le savent pas encore, mais cette guerre va bientôt leur coûter tout ce qu'ils possèdent. Et donc, la prochaine étape, leur chute. La guerre entre Cop et Marsh a duré plus de 20 ans, mais à force de tout miser sur leur rivalité, ils ont fini par se détruire eux-mêmes. Cop n'a jamais réussi à obtenir des financements gouvernementaux, et avec Marsh tirant les bonnes ficelles, il est peu à peu éjecté du milieu scientifique. Alors, pour survivre, il se tourne vers l'exploitation minière. Et là, c'est la catastrophe, il investit tout son oseille et il perd tout. Les deux maisons qu'il possédait à Philadelphie, une pour sa famille, l'autre pour ses fossiles, sont hypothéquées. Il vit mois après mois, s'endettant, mendiant auprès d'amis pour rembourser ses créanciers. Et Marsh, plutôt que de laisser son rival s'effacer tranquillement, il tente un dernier coup. L'un de ses alliés essaye de faire confisquer la collection de fossiles de Cop, affirmant qu'elle ne lui appartient pas légitimement. Et là, le plan échoue, mais en réponse, Cop riposte en mettant en doute l'origine des fossiles de Marsh, ce qui va peu à peu provoquer la chute de ce dernier. En 1892, il est forcé de démissionner de son poste prestigieux au US Geological Survey, après des accusations de mauvaise gestion de fonds publics. Et pire encore, son oncle George Peabody, qui finançait ses recherches à l'époque, est ruiné par une récession. Marsh doit hypothéquer son immense demeure et demander un salaire à Yale pour la première fois de sa vie. C'est triste parce que ça avait pas besoin de finir comme ça, suffisait juste de mettre son ego de côté. Même Joseph Leidy, l'ancien mentor de Cop, a été pris dans la tourmente au début, et il a vite compris l'absurdité de cette guerre. Plutôt que de s'acharner, il a quitté la paléontologie et s'est consacré à l'étude des microbes. Et si vous voulez mon avis, il a certainement bien fait. Contrairement à Cop et Marsh qui étaient beaucoup trop enchevêtrés dans leur haine mutuelle, cette histoire a l'allure d'une tragédie grecque. Deux hommes de génie rongés par leur propre orgueil. Le sommet de leur rivalité est atteint en 1890, quand le New York Herald publie un article qui va faire trembler le monde scientifique.
Le journaliste William H. Bayou vient de recevoir une véritable bombe. Dans ses mains, les archives secrètes de Cope, la fameuse Marciana. Un dossier explosif où Cope accuse Marsh de plagiat, de détournement de fonds publics et de s'approprier le travail de ses assistants. Et en quelques heures, toute l'Amérique découvre la guerre des eaux. Marsh, évidemment, à ce moment-là, il riposte immédiatement. Dans une série d'articles, il démolit Cope, l'accusant en retour de précipitation, d'arrogance et de mauvaise science. Et voilà comment un des plus grands journaux américains devient une arène où deux scientifiques s'envoient des coups, à grand renfort de gros titres. C'est littéralement le climax d'une guerre qui a duré une vie entière. Cope et Marsh étaient des génies, mais au lieu de travailler ensemble, ils ont passé leur vie à s'autodétruire. Le résultat, 1400 articles scientifiques écrits par Cope, plus de 130 espèces mises en lumière par les deux hommes. Ce conflit absurde a malgré tout fait avancer la science. Stégosaurus, Triceratops, Diplodocus, sans eux, notre vision des dinosaures serait totalement différente. Mais à quel prix? En 1897, Cope meurt ruiné. Marsh, lui, le suit 2 ans plus tard, seul et oublié. Leur guerre les a consumés. Mais leur héritage, lui, reste immortel. Leurs découvertes sont encore utilisées aujourd'hui. Les dinosaures qu'ils ont mis au jour ont défini notre imaginaire collectif. Quand on pense aux grands reptiles du passé, on imagine les créatures que Cope et Marsh ont révélées au monde. Ironie du sort, peut-être que sans cette rivalité toxique, la paléontologie n'aurait jamais connu un tel essor. Peut-être, encore une fois, que Jurassic Park n'aurait jamais vu le jour. Alors, dites-moi dans les commentaires si pour vous, cette rivalité, elle était nécessaire pour faire avancer la science. Moi, je pense que oui. Ça veut toujours bien un petit peu de bagarre quand même, ça pousse vers le haut. Maintenant que l'histoire elle est écrite comme ça, on le saura jamais, mais je veux vos théories. Jack London. Qui n'a jamais entendu parler de ce nom? Pour moi, ça a été la véritable claque littéraire, et elle a tapé fort parce qu'après, j'ai plus tellement lu de bouquins. Mais j'ai lu Cro-Blanc. Pourquoi? Parce que l'école, elle me l'a imposé, comme beaucoup d'entre nous. J'étais pas hyper emballé, mais une fois dedans, faut avouer que ça envoie. Ce livre, c'est une plongée dans l'Alaska glacial, une immersion totale dans l'instinct primal de la survie. Ce genre de récit qui vous prend aux tripes et qui vous transporte très loin. Comme quoi, parfois, l'école, ça a pas que du mauvais. Entre 2 théorèmes de maths, on trouve un petit élément qui va réussir à nous marquer toute notre vie. Et vous, dans les commentaires, dites-moi s'il y a un livre qui vous a marqué durant toute votre scolarité. Il y en a forcément un, ne me mentez pas. Et dites-le moi. Et d'ailleurs, Cro-Blanc, c'est l'un des romans qui a propulsé London au sommet. Après le succès phénoménal de L'Appel de la forêt en 1903, ce livre a confirmé son statut de grand auteur américain en 1906. Résultat, c'est devenu un des auteurs les plus traduits et les mieux payés de sa génération. Quand même pas mal. Mais ce qui m'a toujours fasciné, c'est cette façon qu'il avait de dépeindre les animaux. Les chiens, les loups, cette façon presque fusionnelle avec l'homme. Ça pousse à se demander si aujourd'hui on regarde encore les animaux avec autant de respect. Et si ça vous intrigue, je vous invite à aller regarder la vidéo du procès des animaux que j'ai fait il y a quelques mois. Excellente vidéo par ailleurs. Mais bref, Jack London c'est plus qu'un auteur. C'est une porte d'entrée vers un monde sauvage, brut et incroyablement humain. Selon Marshall Bond, le propriétaire de la maison où Jack a grandi, mais aussi le maître chien qui a inspiré Buck dans L'Appel de la forêt, disait de Jack, je cite, « Il avait l'œil pour discerner les bons caractères chez les chiens comme chez les hommes. » Avouez que c'est stylé. On dirait bien que ça annonçait déjà un futur grand homme. En vérité, ça annonce rien du tout, mais cette phrase, ça claque toujours dans une bio. Et franchement, Jack London, c'est pas juste un auteur. Le gars, c'est une rockstar avant l'heure, l'une des toutes premières célébrités littéraires. Pas juste un écrivain qu'on admire de loin, mais quelqu'un qui faisait parler de lui partout. Et contrairement à certains auteurs d'aujourd'hui, je ne balancerai pas de nom, lui, il avait mérité sa place. On parle quand même d'un mec qui a écrit une 50aine de bouquins, et pas des moindres. Il a touché à tout, de la science-fiction à la satire sociale, sans jamais perdre son rythme. Mais attendez, c'est pas tout. Le gars jonglait entre des carrières de pirate, de chercheur d'or, et écrivait en moyenne 1000 mots par jour selon la légende. 1000 mots par jour. Posez-vous la question combien vous écrivez de mots par mois. Parce que vous allez vous dire bien évidemment que je n'écris plus de 1000, mais honnêtement, si vous êtes plus étudiant, moi clairement j'en écris pas 1000. Où est-ce qu'il trouvait le temps? Franchement, je sais pas du tout, mais après tout, est-ce que c'est pas ça, vivre pour écrire? Et n'est-ce pas là peut-être le secret de tous les grands écrivains? Mais ne brûlons pas les étapes trop vite. Avant d'arriver à tout ça, faut qu'on parle du commencement. Comment est-ce que Jack London est devenu une si grande légende vivante? C'est ce qu'on voit tout de suite. Jack London, ou plutôt John Griffith Chaney, parce que oui, c'est son vrai nom, est né en 1876 à San Francisco. Sa mère, Flora Wellman, était professeure de musique et fervente adepte du spiritualisme. Quant à son père, William Chaney, c'est un astrologue itinérant. On est quand même déjà loin de la famille traditionnelle américaine. William, notre astrologue, a décidé de tirer un trait sur sa femme avant même que Jack ne vienne au monde. Ouais, je sais, un voyant qui a pas vu qu'il allait devenir père. C'est pas mal ça, hein. Avouez que c'est plutôt ironique. Bref, il abandonne Flora, la laissant toute seule, et là, c'est le drame. Flora, déjà fragile physiquement et mentalement, craque complètement. Pendant ce temps-là, le petit Jack, il est confié à une nourrice afro-américaine, Virginia Prentice. Et franchement, on peut dire que c'est grâce à elle qu'il a eu une enfance à peu près stable. Virginia, c'était un véritable pilier dans la vie de Jack.
Pendant que sa mère essayait de remettre de l'ordre dans sa santé mentale et sa vie, Virginia, elle était là pour lui de jour comme de nuit. Et elle a vraiment joué un rôle clé, et ça, on a tendance à l'oublier quand on parle de la vie de Jack London. En même temps, avant de s'intéresser à sa bio, j'avais aussi strictement aucune idée de son enfance. Et même ni de sa vie tout court. Je savais qu'il avait écrit Cro-Blanc, mais ça s'arrête à peu près à ça. Alors voilà, même si son début de vie n'était pas vraiment un long fleuve tranquille, c'est dans ce contexte un petit peu chaotique que Jack London, futur écrivain légendaire, a vu le jour. Et vous allez voir que cette enfance mouvementée, elle a marqué son œuvre d'une façon incroyable. Mais ça, je vous en parle après. Le truc important à retenir, c'est que la mère de Jack, Flora, a fini par retrouver un petit peu de stabilité. Elle s'est remariée avec un vétéran de la guerre de sécession, un certain John London. Et c'est là que tout change. Elle déménage avec son fils et son nouveau mari à Oakland, en Californie. Et c'est à ce moment-là que le petit John devient officiellement Jack London. C'est simple, c'est percutant, c'est stylé, et ça sonne beaucoup mieux pour un futur écrivain américain. Mais la vie de Jack à Oakland, c'était pas exactement un conte de fées non plus. Il quitte l'école à seulement 14 ans. Pourquoi ? Pour enchaîner les petits boulots sur la baie de San Francisco. Et là, on pourrait se dire, ouais, mais les études c'est super important et tout, mais dans son cas, il avait pas vraiment le choix. Un petit papier qui te dit que t'es intelligent au bout de 10 ans d'école, et bah malheureusement, c'est pas ça qui remplit le frigo. Et le petit Jack, malheureusement, à cette époque-là, il avait clairement pas de temps à gaspiller. À 14 ans, donc, livré à lui-même, niveau opportunité, on est loin du jackpot. Même en traversant la rue, comme dirait l'autre, et bah ça donnait pas grand-chose. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il s'est mis à dealer des huîtres. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein ? Mais rigolez pas, parce qu'à l'époque, c'est du sérieux. La contrebande d'huîtres pouvait faire valoir la prison à perpétuité. Pas vraiment le business le plus sûr, surtout à son âge. Mais bon, quand la misère frappe à la porte, c'est quand même dur de donner des leçons de morale. Mais faites-le quand même. Malgré tout, le jeune Jack, il va quand même réussir à retomber sur ses pattes quelques années après. Puisqu'il finira par trouver un honnête travail en rejoignant les troupes gouvernementales pour lutter, je vous le donne en mille, le trafic d'huîtres. Imaginez la scène. Le gars passe d'un hors-de-la-loi des marais à un genre de shérif des huîtres. La vie de Jack à ce stade-là, c'est déjà un roman. Le scénario s'écrit tout seul, et c'est que le début. Si à 14 ans, il se retrouve à la rue, vous vous doutez bien que de jouer les gendarmes sur les rives de son pays ne va pas suffire à étancher sa soif d'aventure. À 17 ans, en 1893, il prend une décision qui va changer sa vie. Il s'engage comme matelot sur un bateau, le Sophie Sutherland. Sa mission, partir chasser des phoques dans les eaux capricieuses de la mer de Bering, près du Japon. Alors oui, des phoques, mais quand je vous ai dit que c'était l'ami des animaux, je vous ai pas précisé lesquels. Mais le retour aux États-Unis, il est pas très glorieux. Il débarque dans une Amérique du Nord en pleine crise sociale. La lutte ouvrière fait rage, et derrière tout ça, un nouveau crash financier. La panique de 1893. Alors, je vais pas vous mentir, c'est beaucoup trop long à expliquer en 2 lignes, mais si ça vous intéresse, allez jeter un œil sur les liens entre l'Argentine, les chemins de fer et certaines lois bancaires américaines. Bref, un beau bordel. Et surtout, je ne vous ai rien dit. À ce moment-là, Jack London rejoint un mouvement qui, sur le papier, paraît noble et plein d'espoir. La Coxey Army. Imaginez une manifestation pacifique d'ouvriers sans emploi qui traverse tout le pays, direction Washington, pour réclamer du boulot. Pas d'émeutes, pas d'affrontements, juste une foule qui marche tranquillement et qui espère être entendue. Et le seul groupe à vraiment atteindre son objectif, c'est celui mené par Jacob S. Coxey lui-même, un businessman du Massillon, Ohio. Ils partent le 25 mars 1894 accompagnés de 500 personnes pour arriver à Washington le 1er mai. Leur demande ? Simple, que l'État investisse de nouvelles infrastructures, des routes, des ponts, pour créer des emplois. Mais bon, vous imaginez bien qu'avec ce genre d'idées, ils n'ont pas été pris au sérieux et leur démarche pacifique, ça a rien donné. Cerise sur le gâteau, Jack London, comme beaucoup d'autres participants, finit en prison pour vagabondage. 30 jours derrière les barreaux, juste pour avoir marché. C'était sympa l'Amérique à l'époque, hein. Enfin, au moins, il a vu du pays, c'est déjà bien. Une fois sorti, et sans vraiment de plan précis, il décide de retourner en Californie. Il s'inscrit à l'université de Berkeley, profite un petit peu de la vie sur les bancs de la fac, jusqu'à qu'il ait plus un sou en poche. Et là, coup de théâtre, une rumeur commence à s'emparer de tout le pays. Il y aurait de l'or, là-haut, dans le nord. Et pour Jack, bien évidemment, ça sonne comme une nouvelle aventure. On est en 1896, Rabbit Creek, près de Dawson City, au Klondike, dans le territoire canadien du Yukon. Et là, jackpot. Un groupe de mineurs tombe sur de l'or. Et beaucoup d'or. Et c'est le début de ce qu'on pourrait appeler la fête du slip version fin du 19e siècle. Pendant les 3 années qui suivent, environ 100 000 personnes quittent tout pour tenter leur chance. Ils partent par la mer depuis des villes comme Seattle ou San Francisco, puis traversent des terres sauvages et hostiles. Mais attention, parmi ces 100 000 rêveurs, seulement un tiers atteint réellement le Klondike. Et là, vous vous demandez pourquoi ? Mais parce que Yukon, c'est pas une balade de santé. À l'époque, cette région, à la frontière de l'Alaska, elle est quasiment inexplorée avec des infrastructures plus que rudimentaires. On parle de forêts denses, de montagnes glacées et de conditions météo impitoyables. Mais vous commencez à connaître notre Jack, ce genre de défi, c'est exactement ce qui l'attire. Il n'hésite pas une seconde et en 1897, il débarque à Dawson City, prêt à affronter ses truées vers l'or. Et je vais pas vous mentir, ses truées vers l'or, c'est tout sauf glamour. Malnutrition, noyade dans les marécages, froid polaire,
Sans oublier un détail très charmant, beaucoup finissaient complètement fous, mais littéralement. Mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et Jack, lui, y trouve une source d'inspiration inépuisable. Ce chaos, cette folie, cette lutte pour survivre dans un environnement si hostile, tout ça, il l'absorbe et le retranscrit plus tard dans ses romans et même dans son autobiographie, Le Cabaret de la Dernière Chance. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que Jack, c'est pas le dernier des branquignoles. Sérieusement, le gars, il s'est tapé vraiment des conditions extrêmes. Avec son équipe bien préparée, ils ont traversé la chaîne d'Alaska, grimpé le col de Chilkoot et bravé les terres gelées du Yukon. Et ça, c'était pas juste pour la balade du dimanche après-midi. Ils faisaient des allers-retours incessants entre les campements précaires et ce qu'on pourrait appeler des villes pour se ravitailler. Tout ça pour quelques cailloux jaunâtres qu'on appelle or. Ouais, ça sent le plan foireux un peu. Ça ne fait pas partie du script, mais dites-vous bien que les seules personnes qui sont devenues riches à la ruée vers l'or, c'était les vendeurs de pelles. Vous avez déjà sûrement entendu cette phrase, mais ça valait le coup d'être dit. Mais attendez, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Ah oui, Jack London s'est attribué une parcelle de 150 mètres le long de la rivière Stewart. Et là vous vous dites, jackpot. Eh bien non, pas du tout. Et non, il n'est pas devenu riche comme Crédus. Mais il a gagné autre chose, et quelque chose de peut-être plus précieux. Jack a trouvé l'inspiration. Soyons honnêtes, le spectacle autour de lui, il était fascinant. Ce contraste entre l'ambiance glaciale des paysages sauvages et la chaleur des saloons enfumés de Dawson City, remplis de personnages en couleur, c'était de l'or pur à injecter directement dans ses livres. Finalement, c'est pas ça la vraie richesse, l'inspiration que la vie elle-même nous procure. Bon, vous préférez peut-être l'oseille, et moi aussi. Et Jack aussi apparemment. Parce qu'après 11 mois à se les geler et à crever de faim, il décide de plier les bagages et de retourner en Californie. Et là, il balance cette phrase mythique, « Je n'ai rien rapporté de Klondike, à part le scorbut. » Il est fort, hein. Ah, il est fort. Ce voyage n'a donc pas fait de lui un homme riche, mais il l'a transformé. Il a plongé Jack dans une profonde introspection. Il en est arrivé à considérer le travail comme un piège, surtout quand il s'agit de chercher de l'or en milieu hostile pendant des mois. Bien vu l'aveugle. Alors, il s'est tourné vers l'écriture pour gagner sa vie. C'est là qu'il a commencé à écrire ses premières nouvelles avec le Grand Nord comme toile de fond. Ces histoires pleines de questions existentielles qui ont fait son succès et sa légende. Et il le dit lui-même. Là-bas, personne ne parle, tout le monde pense. Là-bas, on se fait sa propre vision, je me suis fait la mienne. Voilà, c'est ça le véritable trésor de Jack London. Pas l'or du Klondike, mais les histoires qu'il en a tirées. Sans surprise, ses premières nouvelles, publiées dans The Saturday Evening Post, ont été accueillies comme des chefs-d'œuvre dès leur sortie. Mais le vrai tournant, je vous l'ai dit, c'est en 1903 avec L'Appel de la forêt. Ce roman qui raconte l'histoire d'un chien arraché à son confort pour affronter la brutalité du Grand Nord. Succès immédiat, critique dithyrambique, une seule prise, et aussi best-seller, en bref, une consécration. Et ce qui me fascine le plus, c'est qu'entre ses voyages et ses galères, il a toujours trouvé le temps d'écrire. Et puis pas des petites nouvelles de rien du tout, il a vraiment écrit des chefs-d'œuvre. Respect. Et en 1900, ce n'est pas seulement l'aventure et l'écriture qui occupent son temps, puisqu'il épouse Elisabeth Madern, une enseignante. De leur union naîtront 2 filles, Joanne et Bess. Et là on pourrait se dire que le gars il est rangé, il se retire et il va vivre sa petite vie pépère. Genre papa écrivain, maman prof et petite maison cosy. Eh bien non, on parle de Jack London, le gars qui a écrit Cro-Blanc. 4 ans plus tard, en 1904, il est donc envoyé sur le front en tant que correspondant de guerre par le San Francisco Examiner. Sa mission, tout simplement couvrir la guerre russo-japonaise. Imaginez la scène, Jack London, accompagné d'un groupe de journalistes surnommés les Vautours. Des mecs qui aimaient vraiment beaucoup trop l'alcool. Ils embarquent alors sur le SS Siberia direction le Japon. Tout ça pour couvrir une guerre qui, pour ceux que ça intéresse, était juste une simple histoire de conquête territoriale. Mais bref, ce n'est pas le sujet, passons. Sur place, Jack ne passe pas inaperçu. Ses reportages, controversés, pour le dire avec subtilité, contrairement à ses articles. Il met en avant la montée en puissance de l'Asie, mais enchaîne aussi les stéréotypes douteux. Résultat, ça crée des polémiques. Ah oui, les polémiques, ça date pas de Twitter, Mais attention, on va pas non plus faire de raccourcis, Jack London, c'était pas un raciste. Et bien au contraire, il détestait qu'on le mette dans le même panier que les suprémacistes blancs, surtout lui qui s'était engagé dans des causes socialistes dès sa jeunesse, notamment lors de sa marche avec la Coxie Army, et sans même parler de la personne qui l'a élevé. Pourtant, cela a fait couler beaucoup d'encre pour savoir si London était raciste ou non. Je vous l'accorde, comparé à l'auteur Céline, pas la chanteuse, je parle de l'écrivain qui a reçu des louanges de nos chers académiciens. Il n'est plus à prouver que ce dernier aimait flirter avec les idées allemandes des années 30-40, à tel point qu'il aurait même pu écrire un petit guide touristique sur leur propagande. Comme quoi séparer l'artiste de l'homme, c'est vraiment au cas par cas. Tout ça pour dire que Jack London, c'est pas du tout la même chose. C'est plus subtil, c'est un peu plus compliqué. L'un des principaux biographes de London qualifiera d'ailleurs avec beaucoup de courage sa vision de cette période. Être, je cite, un tissu de contradiction. Autant vous dire que le mec il doit être bien frileux vu comment il se mouille. Dans The Asia Pacific Journal, Daniel Metro n'y va pas non plus avec le dos de la cuillère, puisqu'il fait les louanges de Jack en disant, je cite encore une fois, « L'examen attentif des écrits de London montre qu'il était en avance sur son temps, tant sur le plan intellectuel que moral.
en ajoutant derrière que London pratiquait, je cite toujours, un journalisme pondéré et objectif, démontrant à la fois un intérêt pour le bien-être du soldat japonais, du soldat russe et du paysan coréen, ainsi qu'une forme de respect pour le chinois ordinaire qu'il avait pu rencontrer. Autant vous dire qu'on est au comble de l'objectivité. Il nous a carrément sorti le tapis rouge. Mais ce qui est tout de même intéressant dans ces louanges, c'est de constater à quel point les interprétations de ces écrits peuvent être divergentes. Et au final, est-ce qu'on peut vraiment trancher sur cette fameuse question, était-il raciste ou non? Ou alors était-ce tout simplement un simple produit de son époque, avec certaines idées progressistes et d'autres parfois un petit peu moins reluisantes? La vérité se trouve sûrement quelque part entre les deux, dites-le-moi dans les commentaires. Dans tous les cas, toute cette polémique n'a pas laissé insensible notre cher London, puisque peu de temps après, en 1910, il publie un récit futuriste intitulé « L'invasion sans pareil ». L'histoire d'une Chine anéantie par un Occident malveillant. Certains peuvent penser que London a facilement retourné sa veste en transformant l'objet de son racisme ordinaire en victimisation, mais ce n'est pas ce que retiendra John Campbell Reisman dans sa publication d'études sur notre cher auteur. Pour Jeanne, l'histoire de cette nouvelle qui se déroule en 1975 est, je cite encore, une sérieuse mise en garde contre la haine raciale et sa paranoïa, doublée d'une alerte vis-à-vis d'une politique internationale qui consentirait et inciterait à la guerre biologique. Bon, pour rassurer tout le monde, Jack London, il est du côté des gentils. Bah oui, sinon il aurait pas des rues et des parcs à son nom. Mais on revient sur tout ça un petit peu après. Et là encore, on est vraiment qu'au début de son histoire. Donc c'est pour ça, profitez-en pour vous abonner, ça évite les formalités de la fin, tout ça. Merci. Bon après, quand je dis début, c'est une façon de parler, ça doit faire plus de 10 minutes que je vous en parle et j'ai quasiment cité aucun de ses bouquins. Le Loup des mers, publié en 1904, est un peu moins connu, mais tout aussi intéressant. Il s'appuie sur son expérience de chasseur de phoques dans le Pacifique Nord. Un roman avec un capitaine tyrannique, des mers déchaînées et beaucoup de philosophie sur la lutte pour survivre. Et il faudra attendre 1906 pour que Jack London rencontre un nouveau succès incroyable avec la sortie de Cro-Blanc. C'est littéralement l'inverse de l'appel de la forêt, puisqu'on suit un loup qui passe du mode sauvage à domestique. Peut-on y voir là son mariage comme une source d'inspiration pour ce livre ? On a le droit de se poser la question. Bref, tout ça pour dire que ces romans, hormis le fait de parler sur les animaux, ça pose quand même déjà le style London. L'instinct, la survie et un amour de la nature sauvage. Ces histoires s'appuient d'ailleurs bien souvent sur ses expériences personnelles au point de les transcender. Mais Jack London, c'est pas seulement les récits d'aventure, les animaux sauvages ou les grands espaces. Loin de là. Ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il avait aussi un intérêt profond pour les questions sociales. Et ça, on le voit parfaitement dans son essai Le peuple de l'abîme, publié en 1903. Il y traite sur les conditions de vie des classes les plus pauvres de l'East End de Londres. Et il se contente pas d'observer ça à distance, non. Il décide de se fondre complètement dans ce milieu, et pour ça, il se fait notamment passer pour un sans-abri afin de vivre véritablement avec les plus démunis, partageant leur quotidien et leurs souffrances. Tout ça pour apporter un témoignage brut, sans filtre, des réelles conditions de tous ces hommes. À travers ce livre, il nous tend un miroir sur une réalité que beaucoup préfèrent ignorer à l'époque, et sûrement même encore aujourd'hui quand on parle de nos sans-abri actuellement. Ouais, moi je dénonce, ouais. Mais s'il y a bien une œuvre qu'on associe au côté autobiographique de Jack London, et même plus que son autobiographie elle-même, c'est Martin Eden, publié en 1909. Dans ce livre, Jack crée un personnage qui ressemble à s'y méprendre à lui-même. Sa manière de penser, ses expériences de vie, tout y est. Et là où ça devient troublant, c'est que l'histoire de ce personnage finit par se refléter sur le destin de Jack London. Alors forcément, on peut se poser la question, est-ce que Martin Eden c'est vraiment une fiction, ou bien une sorte de prémonition autobiographique déguisée? Ouais, on va loin. On va loin mais il faut. Dans tous les cas, je vous le dis tout de suite, ça se termine mal. Le personnage meurt, l'auteur aussi, et nous, on reste là avec un mélange d'admiration et de tristesse. Jack London se fait donc plein d'oseille grâce à ses livres et épouse une nouvelle femme, Charmian Kittredge, en 1904, parce que la première lui convenait pas. Et il en profite aussi pour commander un voilier de 16 mètres en 1906 qu'il appelle The Snark et meurt le 22 novembre 1916. Voilà, fin. Bon ok, la conclusion elle est un peu brutale, on va rembobiner un petit peu. Charmian, c'est sa deuxième femme qu'il rencontre en 1900 grâce à ses contacts professionnels. En gros, c'était la nièce de la femme d'un directeur d'un journal d'Auckland. Oui bon, faut suivre. Et puis là, voilà qu'arrive la crise de la trentaine. Jack, dans toute sa grandeur, décide de se construire un bateau, mais pas n'importe lequel. Il le baptise The Snark en référence au poème absurde aux consonances maritimes de Lewis Carroll, La chasse au snark. Quand je dis absurde, c'est le genre du poème, je ne mets pas de jugement. Et le plus absurde dans cette histoire, cette fois-ci c'est un jugement, c'est le budget qu'il met dans le bateau. Il comptait en mettre 7000 et au final il finit avec 30 000 $ de budget. Tout ça pour un bateau. Aujourd'hui avec l'inflation ça paraît peu, mais à l'époque c'est un sacré pactole. Autant vous dire que la petite dépense impulsive il l'a bien senti passer. Mais là où Jack reste beau prince, c'est dans sa réaction. Plutôt que de se plaindre, il écrira plus tard « J'ai signé les chèques et réuni l'argent ». Classe non? Même quand il perd tout son fric, il reste digne et ça force le respect. Le magazine Popular Mechanics dans un article de juillet 1907 résume parfaitement l'ambition un peu folle de Jack. Passer 7 ans à chercher les ennuis, et honnêtement, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais attendez, parce que quand Jack part à l'aventure, il fait pas les choses à moitié. Selon ce même article, il embarque avec lui un arsenal digne d'un petit commando.
Fusil à pompe, fusil classique, plusieurs revolvers et même une mitrailleuse. Ouais, une mitrailleuse les gars, ça rigole pas. Hein. On se demande s'il partait affronter les pirates ou s'il comptait carrément aller capturer le Kraken. Mais au-delà de cet attirail un peu dingue, cette aventure c'est du pur Jack London. Une quête de liberté, un pied de nez au conformisme et surtout une nouvelle source d'inspiration. Parce que oui, ce voyage il va donner naissance à deux grandes œuvres. D'abord, La croisière sur le Snark, publié en 1911, où il raconte tout son périple en détail. Et la même année, il publie un recueil de 8 nouvelles, Contes des mers du Sud, qui est encore aujourd'hui considéré comme l'une des plus belles œuvres, malgré le fait que peu d'entre nous la connaissent. Faites pas genre vous la connaissez pas. Donc, non seulement il a vécu l'aventure de ses rêves, mais en plus, il a transformé tout ça en littérature qui continue de fasciner tout le monde. C'est ça Jack London. Un aventurier et un écrivain qui n'a jamais laissé la moindre occasion de vivre, ou d'écrire, lui échapper. Au final, est-ce qu'il a réussi son tour du monde? Eh bien, pas vraiment. Entre San Francisco et Hawaï, ça commence déjà mal. Réservoirs contaminés, coques percées, tempêtes, soins dentaires dignes du Moyen-Âge, navigation approximative, et il faut ajouter à ça une petite aparté sur des terres qu'on pouvait appeler à l'époque des terres de cannibales. Bref, l'aventure, la vraie. Comme si ça suffisait pas, il n'a même pas atteint l'Australie. Le nul. Et pourquoi? Eh ben parce qu'il a contracté le pian. On va dire grossièrement que c'est une maladie invalidante qui est loin d'être agréable. Bon allez, je vous le dis quand même. En gros, ça fait de la fièvre, une peau nez creusée, des ongles qui deviennent monstrueux et le corps couvert de ce qui ressemble à du psoriasis. C'est glamour, hein. Et les médecins de l'époque, eux, ils pensaient carrément qu'il avait attrapé la lèpre. Résultat, direction l'hôpital pour 5 semaines. Et comme si ça suffisait pas, 5 semaines supplémentaires dans un hôtel histoire de se remettre bien d'aplomb. C'est pas franchement les vacances idéales, et en plus de ça, il a dû retourner en Californie après parce que les soins n'étaient pas adéquats là où il se trouvait. Mais malgré tout ça, Jack London décrit ce périple comme un joyeux voyage. Sérieusement, qui fait ça? Cette expédition n'a peut-être pas atteint son objectif initial, mais elle a bien servi à une chose, renforcer sa réputation d'aventurier intrépide qui en fait qu'à sa tête. Et cette idée a été largement soutenue par le populaire mécanique à l'époque et même plus tard par Hemingway. En gros, Jack London c'est le gars qu'on regarde avec admiration en se demandant « mais comment est-ce qu'il est encore vivant ?» Bref, badass jusqu'au bout. Kenneth Brandt, je le rappelle, le spécialiste de Jack London qui a passé des années à étudier sa vie et son œuvre, eh bien, il aimait souligner le côté complètement excentrique de London et il disait, accrochez-vous bien, il voulait tout, sans aucune limite et apparaissait capable de se glisser dans une multitude d'identités à la fois. Écrivain, orpailleur, socialiste, marin, vagabond, aventurier, agitateur politique, agriculteur, surfeur, et journaliste, et la liste est loin d'être terminée. Et il ajoutera même, London était doué d'une imagination extrêmement fertile et il débordait d'énergie tout en étant très efficace. Voilà, c'est même plus d'admiration, c'est de l'amour. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Jack London, qu'il le veuille ou non, est devenu un vrai personnage de roman. Et c'est là que ça devient intéressant. Où est la limite entre l'auteur et sa création? Est-ce qu'il jouait un rôle en public, ou est-ce qu'on voyait était le vrai Jack London? Franchement, on ne saura jamais. La frontière est tellement floue et ce genre de questions, ça pourrait clairement nous emmener vers des débats sans fin. La folie suivante de Jack London, c'est celle qui, au final, a littéralement détruit une partie de lui-même. Pourtant, cette fois, ça partait d'un bon sentiment. Il voulait se ranger, mener une vie plus tranquille. Son plan, construire une ferme gigantesque de 560 hectares à Glen Ellen, dans les collines d'Oakland, en Californie. Et quand je dis gigantesque, je pèse mes mots. Il avait imaginé une propriété de 26 chambres avec des murs en pierre et en séquoia. Et tenez-vous bien, une bibliothèque de 5 mètres de hauteur sur 12 mètres de longueur. Alors franchement, respect, parce que quand je compare ma Billy avec mes 200 mangas dedans, c'est beau. On n'est pas dans le même délire. Évidemment, il l'a appelé la Wolf House, parce que Jack London, au fond, il reste un petit peu sauvage. Mais voilà, ce rêve de finir ses jours paisiblement dans cette villa recluse a pris fin brutalement le 22 août 1913. Un incendie d'une incroyable violence a tout ravagé. Charmian, sa deuxième épouse, en était convaincue, c'était l'œuvre d'un ennemi. Et ce qui est fou, c'est que cette thèse d'incendie criminel, elle a été confirmée qu'en 1995, 80 ans plus tard. Tout ça grâce à un expert en criminalistique, Bob Anderson. Mais pour ce qui est du coupable, mystère total. En même temps, 80 ans après, on a bien quelques petites rumeurs qui ont circulé et certaines ont même accusé Charmian elle-même. Ce qu'on sait, c'est que cet incendie a marqué Jack London au plus profond de lui-même. Comme l'a dit Charmian, cet incendie a tué une partie de Jack, un rêve qui part littéralement en fumée. Mais bon, avec Jack, il fallait toujours s'attendre à ce que le drame ne soit jamais très loin de sa grandeur. Ok, un bateau à 30 000 $ à l'époque, on pouvait passer l'éponge. Mais là, on parle d'une ferme de 560 hectares, autant vous dire que ça pique un petit peu plus sur le portefeuille. Et Jack, comme vous avez pu remarquer dans cette vidéo, c'est pas vraiment monsieur économe. Hein. Déjà, les assurances, ils lui ont mis une belle carotte, et même avec 49 livres publiés en 17 ans, il a jamais réussi à avoir une vraie stabilité financière. Comme quoi écrire 1000 mots par jour c'est bien, mais si vous dépensez plus que ce que vous gagnez avec ça, eh ben ça sert à rien. Enfin ça sert pas à rien, mais vous m'avez compris. Mais ce n'est pas vraiment l'argent ou les échecs qui auront raison de lui. Ce qu'il a achevé, c'est surtout sa vie d'aventurier où il ne faisait rien dans la demi-mesure. Je vous rappelle quand même le combo gagnant. Fumeur invétéré,
rué vers l'or qui lui a surtout filé la malnutrition et le scorbut, des années à traîner avec des alcooliques sur les mers du globe, et cette fameuse expédition au bord du Snark qui l'a laissé complètement éclopé. Et aussi, petit détail croustillant, pour soigner les lésions causées par le pian, il utilisait du chlorure de mercure. Bonne idée sur le papier si on n'est pas médecin. Parce que ce truc-là est aussi soupçonné d'avoir déclenché une maladie rénale. Résultat, le 22 novembre 1916, Jack London s'éteint dans son ranch californien. Il a alors que 40 ans et pourtant il a déjà vécu plusieurs vies. Bon, je vais pas finir comme ça, c'est un petit peu trop déprimant quand même. Ça doit faire 15 minutes que je vous raconte des aventures épiques, tout ça pour finir sur une mort à cause d'un comportement autodestructeur. Non. De quoi est-ce qu'on pourrait parler? La polémique sur sa mort. Parfaite pour conclure sur une note un petit peu plus intrigante. On rembobine une dernière fois, histoire de tout boucler en beauté. Et c'est là que le mystère commence à s'épaissir autour de la mort de Jack London. Des rumeurs en tout genre courent joyeusement. Des rapports médicaux contradictoires, la découverte d'ampoules de morphine à côté d'un calcul de surdosage, et même des soupçons d'empoisonnement volontaire. Une chose est sûre, pour un homme aussi célèbre que lui, la mention presque banale urémie suite à une colique néphrétique sur son certificat d'essai, ça ne fait clairement pas rêver. Et forcément, c'est comme ça qu'on arrive à la théorie du suicide. Ce qui est dingue, c'est que cette version tragique a vite grimpé en popularité. Pourquoi? Comme le dit Kenneth Brandt, suicide par overdose est beaucoup plus accrocheur que mort suite à une maladie rénale. Et il ajoute, le drame appelle le drame, et avec une vie aussi romanesque que celle de Jack London, cette version colle parfaitement à sa personne. Mais voilà, le fin mot de l'histoire, on l'aura probablement jamais. D'ailleurs, comme beaucoup des histoires que je vous raconte, je me rends compte à force. Mais est-ce que ça a vraiment beaucoup d'importance? Comme pour Into the Wild, on préfère se concentrer sur l'appel de l'aventure et sur les mystères qui envoûtent, plutôt que la fin pathétique d'un banal homme, finalement conçu comme nous tous. Parce qu'au fond, peu importe qu'on passe sa vie à explorer les confins du monde ou qu'on reste figé dans nos routines, la finalité, elle, reste la même. Et pour ceux qui n'osent jamais franchir le pas de leurs rêves, il y a quelque chose de cruel à se dire que rien ne pourra changer l'issue de notre banale existence d'ici-bas. C'est peut-être bien ça l'essence de Jack London, comme le dit si justement le journaliste Tony Horwitz dans l'introduction de l'édition 2002 des Contes des Mers du Sud. Lorsqu'un récit de Jack London nous accroche, on y plonge corps et âme aux confins du monde et à la limite de l'endurance humaine. Et peut-être qu'au final, c'est ça qui compte le plus. Pas sa mort, mais ce qu'il nous a laissé. Une invitation à vivre et de ne pas se morfondre dans notre désagréable zone de confort. On arrive à la fin de cet incroyable épisode, de cette incroyable épopée pour un personnage extraordinaire. Et comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous. C'était vraiment l'histoire d'un homme comme on n'en fait plus. Dans le futur, bien évidemment, je vais continuer de vous chercher des profils comme ça. Vous imaginez bien que dans notre histoire, on a encore des dizaines de profils comme ça. Je vais tous vous les raconter. Abonnez-vous, likez, commentez. On se voit la prochaine. Bye.